Après, je viens de voir que j'avais 20% de matière. 19. Ok, donc on a décidé, cette semaine, on réfléchissait à un nouveau sujet. Euh, le sujet, bien entendu, qui tourne autour de Pessar. Chut. Le sujet qui tourne autour de Pessar. Euh, alors, de manière générale, on aborde la question de la liberté, avec les grands principes de liberté, etc. Et là, j'ai trouvé intéressant d'aborder la question de liberté. Pourquoi la liberté? Je fais quand même un petit point. Parce qu'on va parler de la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte, on va dire que l'événement principal de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est la libération d'un peuple, ouais, qui est opprimé par les Égyptiens. Alors, bien entendu, il y a toute une libération qui est assez originale, puisque d'habitude, c'est pas par des miracles que ça se passe. Ouais, c'est par une rébellion, par l'histoire, etc. Mais là, ici, les bénis d'Israël se sont, libérés. Ils ont été libérés de l'esclavage égyptien. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de parler de la notion de liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est de définir, ouais, qu'est-ce que la liberté. C'est très vaste. Ouais, on n'est pas du tout dans dans un devoir de terminale ou je ne sais quoi. Mais et également savoir exactement qu'est-ce qui nous fait désirer tellement la liberté. Pourquoi c'est tellement évident pour nous. Ouais. Aujourd'hui, peut-être qu'avant, les générations précédentes, c'était moins évident pour elles de parler de la question de liberté. Pourquoi? Parce que elles étaient beaucoup plus opprimées et c'était évident également. L'esclave, vous savez qu'un esclave, ouais, nous, on connaît ça également dans la modernité, mais l'esclave, lui, il se pose plus la question. Ouais, il est tellement, dans un rituel. Ouais, il est tellement dans un rituel, il est tellement cette mécanique-là, où il rend des comptes, etc., qu'au final, il se rend même plus compte qu'il est esclave. Maintenant, aujourd'hui, pour nous, c'est une évidence. Ouais, l'homme, il désire la liberté de manière naturelle. La question, c'est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on désire tellement la liberté? Donc ça, c'est intéressant que vous puissiez déjà réagir là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent esclave? Quand j'utilise le terme esclave, parce que c'est un terme fort, bien entendu, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent non, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici autour de cette table, n'ayez pas honte, parce que moi je me sens esclave. Tous les jours, j'ai l'impression d'être un esclave. Mais comment dire, mais n'ayez pas honte, est-ce qu'il y a quelqu'un ici autour de cette table qui se sent, soumis à quelque chose? Moi, je dirais que, pas dans le sens esclave, mais parfois il y a une sorte de servitude face au téléphone, parce qu'on a du mal à s'en détacher. Et ça te fait souffrir? Et oui, parfois. T'aimerais bien t'en libérer? Et oui. D'accord. Intéressant. Effectivement. Donc ça a un poids. Ça a un poids. Ouais. Ça a un poids et t'arrives pas à t'en libérer. Donc quelque part, on va dire que ton téléphone est plus fort que toi. C'est ça. Ouais. À quel moment tu vas passer toi plus fort que ton téléphone? C'est la question de l'histoire. Ça demande du travail. Ça viendra. Non, mais c'est pas obligé d'être comme une question individuelle. Ça peut être l'histoire des hommes. Peut-être qu'à un moment donné, les hommes décideront et diront bah non, c'est fini, il y en a marre, on a trop souffert du téléphone. Ouais. C'est fort possible. En général, c'est la mécanique. Ouais. Vous savez c'est quoi la mécanique de l'esclave et du maître et de l'esclave? Vous savez, il y a ce qu'on appelle un principe qui s'appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Ouais. Comment ça marche? Le maître, ouais, est celui qui au départ est plus fort que l'esclave, soit pour son savoir, soit pour son argent, soit pour, d'accord, donc il soumet une personne à ses besoins, d'accord, et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Le maître est tellement dépendant de son esclave que l'esclave devient plus compétent que son maître y perd en compétence, et là, hop, ça switch. C'est l'esclave qui devient le maître, et le maître qui devient l'esclave. Et ça, c'est l'histoire des hommes. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. À chaque fois, un, il devient plus compétent que l'autre. Le type, il dit, ouais, mais moi, j'ai besoin de cueillir des bananes. Ouais, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette population-là pour cueillir des bananes. Ouais, ok, ça va durer quelques années, il va fouetter les gens qui cueillent des bananes,
Et au bout d'un moment, ben, il sait plus cueillir des bananes. Donc lui, celui qui a cueilli des bananes pendant des années, qu'est-ce qu'il fait? Comment dire, il réserve comment dire, un arbre, deux arbres, il met des arbres de côté, il vole à son maître. Et au fur et à mesure, son maître, il s'en rend même pas compte parce qu'il sait même pas qu'est-ce qu'il produit. D'accord? Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il dit, mais attends, mais en fait, c'est nous qui produisons des bananes. C'est nous qui vendons dans le monde entier. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont taper sur le maître et ils reprennent les champs de bananes. Et le maître, il devient l'esclave du bananier. Ouais. Et ainsi de suite, c'est comme ça. Toute l'histoire, c'est comme ça. Ouais. Bref, peu importe. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est quoi? Donc toi, tu as donné l'exemple du téléphone. Mais en vérité, si on se pose la question, si on était seul dans le monde, seul au monde, est-ce que on aurait cette question-là, la servitude? Est-ce que on se sentirait opprimé de quelque chose? Imaginez-vous, vous êtes sur une île déserte. Ouais, moi je me l'imagine souvent. Sur une île, comme ça, détente, le soleil, tu peux cueillir tes fruits, tu peux aller pêcher pour ton poisson, détente, rien, y a rien qui t'embête. Tu te lèves le matin, est-ce que, il y aurait ici une forme de servitude, quelque part? Est-ce qu'il y aurait une servitude à un moment donné? Non, parce qu'il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas d'obligation. Donc du coup, je suis tranquille, quoi. Moi, je dirais qu'on est quand même esclave de nos désirs. Parce que si on a envie de manger, par exemple, on doit partir à la chasse. Ok, alors est-ce que ça, c'est une forme d'esclavage? Ouais, Tu le ressens comme tel? Quand tu as envie de manger un beefsteak et que ton beefsteak il t'est servi directement, sans que tu fasses quoi que ce soit. Tu as des gens qui te préparent ton beefsteak, tu vas au restaurant, tu es milliardaire, d'accord? T'as pas besoin de quoi que ce soit, tu payes ton steak sans te poser de questions. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu le payes. Est-ce que tu te sens esclave de ça? Bah oui, parce que par exemple, si t'as pas forcément t'as envie de faire autre chose, mais t'as quand même ton corps, Non. il a besoin de ça. Donc tu dois le. Ton corps, il n'a pas besoin ni de, de pommes, ni de quoi que ce soit. Il a besoin de manger. Bah voilà. Ok, quand tu as envie de manger, tu ne le ressens pas comme une souffrance. Voilà, faut avoir un psy. Hein. Enfin, moi, personnellement, au contraire, pour moi, c'est un bonheur de vouloir manger. Non, je plaisante. Enfin, oui, non, mais je plaisante pas. C'est vrai. Il y a des choses, c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire et qu'on ne le ressent pas comme une servitude. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire, d'accord? Et qu'on ressent comme une servitude. Pourquoi c'est comme ça? C'est très simple. La différence, elle est très simple. C'est quoi? C'est qu'en vérité, la question de la liberté se pose dans l'oppression de ce qui ne me convient pas, de ce qui n'est pas moi. Ouais. Si moi je suis opprimé par moi-même, je ne vais pas ressentir la notion d'esclavage. Ouais, un type, il a envie de se fouetter. Ouais. Il est taré, c'est comme ça. Il y a quelque chose de mauvais. Ouais, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il veut. D'accord? Qu'est-ce qui va être, une souffrance c'est-à-dire, qu'est-ce qui va être une servitude? Qu'est-ce qui va être vécu comme étant une servitude? C'est forcément quelque chose, ouais, qui est contraire à ce que tu veux. Donc, généralement, c'est représenté par ce qui est autre que toi. Tout ce qui est désiré par toi-même, même s'il y a des obligations, même s'il y a un engagement, par exemple, tu es là, demain tu fais un concours d'éloquence, ça va demander des heures et des heures de travail. D'accord? Ce travail-là, c'est une forme d'aliénation, c'est une forme de servitude. D'accord? Et pourtant, tu le vis pas comme tel. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu veux. D'accord? Tu es prêt à donner une énergie infinie pour ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu veux atteindre. Donc tu le vis pas comme une servitude. D'accord? Et pourtant, cette même énergie-là, si demain c'était quelqu'un qui te l'a demandé pour préparer, pour travailler au McDonald's, sans être payé, tu dis, écoute, mon bonhomme, je veux pas. Et c'est la même énergie que tu mets, des fois même moins. Donc pourquoi? C'est quoi la différence? La différence elle est très simple. C'est quoi? C'est que la liberté est pensée qu'à travers ce que tu subis de l'autre. En vérité, on a un désir d'être libre lorsqu'on subit trop de l'autre. Ouais. Ici, on ne parle pas. D'accord? Écoutez bien ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ce que dit ici la Torah, ouais,
elle dit un truc incroyable. Regardez bien. Moshe Rabbeinu, vous connaissez Moshe? Moïse? Ouais. Moïse, il arrive, il grandit dans le palais de Pharaon. Et au moment où il devient grand, d'accord, il devient adulte, il tourne parmi son peuple, et il voit les Hébreux qui sont opprimés. D'accord? Un Égyptien qui commence à taper un Hébreu, etc. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il saute sur l'Égyptien et il frappe l'Égyptien et il le tue. Comment tu peux opprimer cette population qui, lui, c'est ses frères. Et là, le verset dit un truc incroyable. Vayetse bayam hasheni, il est sorti le deuxième jour de sa visite. Veine shne anashim ivrim nitzim. Voici qu'il y a deux Hébreux qui se disputent cette fois-ci. Ouais. Vayomer la Rachal, ouais, Moshe qui est un juste homme, qu'est-ce qu'il fait? Il voit deux Hébreux se disputer, il dit, mais Racha, ouais, mauvais que tu es. Pourquoi tu frappes ton frère? Ouais, la matakerecha, pourquoi tu frappes ton prochain? Qu'est-ce qu'il répond, ces deux Hébreux qui étaient des perturbateurs? Qui tu es toi pour nous juger? D'où tu viens? Qui t'a mis ici? De quoi tu te mêles? Ouais, on t'a vu hier, tu as tué l'Égyptien. Donc il commence à le menacer. Tu crois qu'on ne connaît pas tes secrets? On sait que tu as tué un Égyptien hier. Donc si tu commences trop à te mêler de nos affaires, on va commencer à te vendre. Et là, le verset dit, Vayira Moshe. Moshe, il a eu peur. Vayomar, il s'est dit, Achen Noda Adavar. Maintenant, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Rashi, hein, qui est un commentateur, il vient et dit, j'ai compris quoi? Nodali Adavar Sheidi Tamalav. J'ai enfin compris une chose sur laquelle j'étais étonné jusqu'à aujourd'hui. Ma chet-o Israël, ouais, ma chatou Israël, qu'est-ce que Israël ont fauté? Mikol Shivim Umot parmi les 70 nations. Ouais, pourquoi ce peuple-là, lui, est opprimé plus que les autres? Liot Nirdim Bavotat Parer pour être asservi d'une servitude extrême. Quelle est la raison? Moïse, il est là, il grandit il sait très bien qu'il est hébreu. Il grandit dans le palais de Pharaon, il est comme le fils de Pharaon, il voit des Hébreux asservis d'une manière horrible. D'accord? Il se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont mérité? Pourquoi on leur tombe dessus à ce point-là? Et là, aujourd'hui, dans cette dispute, il dit, ça y est, j'ai compris. Pourquoi ils ont mérité ça? Maintenant, aujourd'hui, je vois, d'accord, que ça leur revient. C'est normal qu'ils subissent une chose pareille. Alors évidemment, on pourrait comprendre le texte de manière très, très légère et s'imaginer qu'en vérité, tu fais du mal, on te fait du mal. C'est pas ça. Ouais, c'est évidemment pas ça, parce que sinon c'est pas justifié. Donc qu'est-ce qu'il dit ici, Moshe? Il entend, hein, ouais, il voit qu'en vérité, ces deux personnes qui se disputent, ils sont capables de colporter. Ils sont capables de dire du mal de l'autre. Et il dit quoi? Nous, on est en train de se frapper, tu te mêles de nos affaires, on va aller te vendre à Pharaon, on va dire ce que tu as fait. Quand il a vu qu'ils étaient capables de faire du lachonara, de colporter, de dire des mauvaises choses sur l'autre, d'accord? Il a dit, ça y est, j'ai compris pourquoi ils sont asservis. Pas pourquoi ils souffrent, mais pourquoi ils sont asservis, pourquoi ils sont esclaves. Et donc là, Rachid vient nous révéler un secret incroyable. Il vient nous dire que la raison de la servitude, ouais, c'est d'être, dépendant du jugement de l'autre. D'être dépendant de la capacité de colporter de l'autre. Si l'autre, il va colporter sur toi, ouais, eh bien toi, maintenant, tu es esclave de cette personne-là. Tu vas devenir esclave. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le lachonara? Ouais. Il se passe qu'en vérité, lorsque toi, tu parles sur quelqu'un, ouais, en vérité, toi, tu l'enchaînes. Tu l'enchaînes. Imaginez-vous, demain, hein, Alexis, ouais. Alexis, il va faire une chose horrible, mauvaise, d'accord? Personne ne l'a vu, il n'y a que moi qui l'ai vu. Mais je le dis à personne. Maintenant, Alexis, il a la possibilité de s'arranger. Tant que je ne divulgue pas son secret, tant que je ne vais pas dire ce qu'il a fait, eh bien, il a la possibilité de s'arranger. Il peut dire, ouais, j'ai mal agi, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ouais. Par contre, si je commence à le dire à tout le monde, c'est fini. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est acté. Il a fait ce qu'il avait à faire. Alors, il peut regretter, mais seulement tout le monde le sait. Ouais.
Et donc, du coup, il peut plus revenir, il peut plus paraître un tzaddik. Il peut plus paraître une bonne personne. D'accord? Le colportage, c'est en vérité la possibilité, c'est rendre impossible la liberté de l'autre. Lorsque tu parles mal sur quelqu'un, lorsque tu dis quelque chose sur quelqu'un, eh bien tu lui rends sa vie, une vie de servitude. Pourquoi? Parce que tu es dépendant de son jugement, tu es dépendant de sa parole. D'accord? Donc là, ici, moi je vais démarrer de ça, et je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en réalité, toute la question de la liberté ne se pose qu'à travers ton aliénation de l'autre. Combien tu dépends de l'autre. Si tu arrives à te libérer de l'autre, eh bien, tu es libre. Si, tant que tu es attaché à l'autre, tant que tu es dépendant de l'autre, tu n'es pas libre. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de t'asservir. D'accord? Et nous, on le vit comme ça au quotidien. Regardez la force. Par exemple, tu parlais du téléphone tout à l'heure. En vérité, le téléphone, c'est pas lui. Lui, il a rien fait, le téléphone. Le téléphone, c'est quoi? C'est tout ce que les gens mettent dans le téléphone pour t'asservir. La publicité, les médias, le machin. J'ai appris cette semaine qu'il y a des présidents. Des présidents. Vous savez que c'est un métier qui existe. J'ai appris ça. Je connais quelqu'un à qui on a proposé de faire ce travail-là. Il y a des dictateurs dans le monde. D'accord? Il y a des présidents, des machins, des chefs d'État. Ces chefs d'État-là, comme ils sont mal vus, qu'est-ce qu'ils font? Ils embauchent des sociétés de com. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font, ces sociétés de com? Eh bien, ils ont des relations, ils ont de l'argent, etc. Lui, le dictateur, il est prêt à payer des millions, d'accord? Pour pouvoir se faire bien voir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il embauche des gens. Ces gens-là, ils vont voir une grosse société de presse, CNews, machin, etc. Ils prennent un journaliste, ils disent, écoute-moi, tu vas m'interviewer ce bonhomme-là, voilà, et tu vas l'interviewer positivement. Tu vas m'en faire une star. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, pas de problème. Donc, il paye cette personne-là, il a reçu un billet. L'autre, le journaliste, il pose les questions qu'il faut, d'accord? Et il fait paraître ce bonhomme. Donne raison. Tu m'appuies. Bon, écoute, si c'est ça qu'il faut, je t'appuie. D'accord? Donc, on interviewe Bérou. Bérou, il en a rien à faire de Macron. D'accord? S'il pouvait le défoncer, il le défoncerait pour lui prendre sa place. Mais seulement, comme il est interviewé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, au final, ce qui fait notre aliénation, et ce qui enlève notre perspective de liberté, c'est l'autre. C'est que l'autre. Ouais. Sartre, il disait, l'enfer, c'est les autres. Ouais. Pas ça. Si. C'était- Je sais. J'aime pas. Tu l'aimes pas? Ah, moi non plus, j'aime pas, mais bon. Il a dit ça. Ouais. Il a dit ça. Il a dit ça à juste titre, parce que c'est véritablement comme ça qu'on le vit. T'imagines, demain, il y a un pote à toi qui connaît un secret sur toi horrible. T'imagines combien tu vas être dépendant de lui? C'est sûr. Ouais. Et c'est une servitude. C'est une servitude.
Servitude incroyable. Comment tu fais pour te libérer des autres? Et ça, c'est une vraie question. Une personne a fait toute seule et qu'il n'y a rien autour d'elle, par exemple. Ça n'existe pas? Elle est dans un pays seul, par exemple, toute seule. Ouais. Il n'y a rien dans le pays. Bah, elle est quand même dans une servitude parce qu'il y a une partie d'elle qui ne pourra pas exister à cause du fait qu'elle n'est pas en relation avec les autres. Alors, c'est vrai, ça, c'est une bonne question. Effectivement, ça, c'est une question qui vient après. Combien on a besoin des autres? Mais ça, encore une fois, cette question ne pourra être traitée que si tu t'es libéré des autres. Si toi, tu es dépendant des autres, tu peux pas te poser la question de la bonne manière. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, étant donné que tu dépends des autres, bah, tu n'es pas dans ta propre liberté, dans ton propre choix d'aborder les autres. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire, la question de savoir quelle est la place de l'autre, la véritable place de l'autre dans ton monde à toi, elle se posera que au moment, véritablement, c'est de manière très objective, elle se posera que au moment où, effectivement, tu te seras complètement libéré des autres. D'accord? Donc, effectivement, tu as raison, on a tous besoin des autres. On ne peut pas vivre sans les autres. Et ça, c'est un vrai problème. Mais comment tu fais pour pouvoir vivre avec l'autre sans subir l'autre? Même si c'est possible, parce qu'à chaque fois qu'une personne elle s'affranchit de quelque chose, elle n'est pas stable dans une autre chose finalement. J'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que finalement une personne quand elle s'affranchit de quelque chose, elle ne devient pas esclave d'une autre chose? Pas forcément, mais tu as raison. C'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire, le sentiment de servitude n'existe que dans les choses qui te sont imposées de l'extérieur, pas imposées par toi-même. Quelque chose qui t'est imposé par toi-même n'est pas... Tu n'as pas de sentiment de servitude. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. Ça te convient. D'accord? Et là, la question se pose de manière beaucoup plus large. Ouais, ici, et c'est ça qui est important dans la sortie d'Égypte, un pan auquel on ne pense jamais. Nous, à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on pense? On pense le don de la Torah, on pense les mitzvot, on pense l'histoire du peuple juif, on pense plein de choses. Mais on ne pense pas, ouais, la création d'un rapport à l'autre qui est dans un rapport de liberté. Ici, le peuple d'Israël n'est pas qu'une histoire de peuple dépendant d'une volonté de Dieu extérieur, etc. D'accord? Comme s'il y avait un Dieu capricieux qui vient et qui dit, voilà, moi je veux que tu fasses mes mitzvot, je veux que tu fasses Shabbat, je veux que tu manges kasher, je veux que tu fasses ci, je veux que tu étudies la Torah, etc. Bon, ça c'est très bien, mais en vérité, quand on réfléchit comme ça, eh bien, on loupe une dimension d'unité du peuple d'Israël. Là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quand les bénis Israël vont recevoir la Torah, d'accord? Avec la sortie d'Égypte, donc dans ce moment de liberté, ils vont acquérir une dimension d'unité absolue. C'est quoi cette dimension d'unité absolue? C'est quoi? C'est d'apprécier l'autre dans un moment de liberté. Et ça, je vous assure, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Quand on en prend conscience, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. À aucun moment, je suis persuadé qu'autour de cette table, d'ailleurs, je suis persuadé, c'est une évidence, à aucun moment, ouais, c'est très rare que vous ayez pu vivre, ouais, un rapport à l'autre dans un événement de liberté. Comme si l'autre vous affranchissait de quelque chose. Tout le temps, on vit la rencontre de l'autre comme une servitude. C'est un événement magique. Ouais, même l'amour fait rarement ça. Ce qu'on croit être de l'amour. Ouais, quand tu rencontres une fille une fille ou un homme de qui tu es amoureux, que tu aimes, que tu veux passer du temps avec elle, etc. Ouais. Eh bien, au final, ça devient vite, parce qu'au début, c'est charmant, mais ça devient vite une servitude. Très, très vite. Et ça devient tellement vite une servitude que les gens s'en débarrassent. Ils sont plus capables de vivre avec quelqu'un à côté d'eux. Ouais, on sait que le taux de divorce a augmenté de manière vertigineuse, d'accord? Donc je ne vais pas rentrer maintenant dans ce sujet-là. Mais c'est important de comprendre que là, on ne parle pas de mariage, on parle de relation à l'autre. La relation à l'autre. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est négligé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quelque part, nous, on a créé l'illusion de solitude.
on a créé une illusion de solitude. Cette illusion de solitude, elle passe par ton téléphone, d'accord? Elle passe par des rencontres éphémères, passe par des rencontres de plaisir, d'accord? Tu vas rencontrer des gens. Ah, ce soir, je vais rencontrer plein de monde. Il part en boîte de nuit, il peut pas parler avec les gens parce qu'il y a tellement de bruit que... d'accord? Il est abruti. La chose qu'il est capable de parler, de partager avec l'autre, c'est quoi? C'est de sauter, comme ça, faire comme ça, ouais, ou de boire des verres. Ok, bon. C'est quoi ce moment de partage? Zéro. Il y a zéro partage. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu kiffes. Donc tu partages pas. Tu te sers de l'autre pour pouvoir avoir une illusion de, comment dire, d'épanouissement. Maintenant, comment tu fais pour pouvoir justement d'accord, où tu effaces complètement la notion de servitude? Comment tu changes ton rapport à l'autre d'une servitude à une libération? Avec la confiance. Ouais, vas-y, explique. Si on a une confiance qui est pas une confiance aveugle, mais si on a le même niveau de confiance avec une personne, que cette personne a le même niveau de confiance avec nous, au final, il n'y a pas de servitude, puisque les deux se servent l'un l'autre à la même échelle. Très bien. Mais pourquoi tu as besoin qu'ils te servent? Non, mais dans les rapports humains, tout le monde se sert de l'autre pour assouvir ses besoins et vice-versa. Alors, si tu dis ça, c'est de la servitude. Mais Moi, je te demande de te libérer de ça. Est-ce que c'est possible de se libérer de ça? si on ne considère pas ça comme de la servitude, il n'y a pas de servitude. Ok, donc très bien. Donc toi, tu poses comme ça. Tu dis voilà. Maintenant, moi, étant donné que ce que je veux et ce que j'accepte, c'est me servir de l'autre, donc du coup, je le ressens pas comme une servitude. Donc moi, je sers l'autre aussi. Ça veut dire c'est un donnant-donnant. C'est Une complémentaire. synergie. c'est ça. Ouais, Synergie. c'est une synergie. Très bien. Donc du coup, t'es redevable. Pourquoi? Parce que si lui, il te sert, donc toi, tu le sers. Mais le jour où il te sert plus, Ouais, c'est tu vas continuer à le servir? Non. Non. Qu'est-ce qui fait ton obligation de le servir? Sans aucun intérêt. Imagine-toi, t'as un gosse. Ouais. Je te le souhaite pas. C'est imaginaire. Demain, t'as un gosse avec qui ça passe pas. Le gosse, il va te rendre la vie amère de chez amère. Ouais, tu vas aller devoir le chercher chez les flics, tu vas le truc. Ouais, mais c'est ton fils. Un père envers son fils, normalement, dans un monde normalement constitué, il a un rapport avec ses enfants qui est sans condition. Peu importe ce que son fils y fera, il va aller le chercher dans la plus grande mouise qui puisse exister. Il va aller se salir, peu importe. C'est un cas particulier, ça. C'est pas un cas particulier, c'est un exemple. Par rapport à ce qu'il a dit, c'est-à-dire dans la majorité Non. des relations humaines, c'est pas... Évidemment, c'est pas des mais ce enfants. que je suis en train de t'expliquer, c'est quoi? C'est que la valeur d'une relation. Si tu définis tes relations à l'autre, effectivement, dans un échange accepté de servitude, du coup, tu pourras jamais te libérer de cette servitude. C'est-à-dire que tu n'as jamais de rapport à l'autre dans un moment de liberté. Qu'est-ce qui fait que l'autre, à un moment donné, peut me proposer d'être libre? Comment il peut m'affranchir de ma servitude? Quand je dis affranchir de sa servitude, c'est quoi? Ça veut dire que l'autre devient l'occasion pour soi, d'accord, de se libérer de l'autre. Moi, je vois. Alexis, libère-moi de toi. Là maintenant, on est en train de discuter. Ouais, tu veux me contredire. Pourquoi? Parce que tu penses autrement que moi. D'accord? Maintenant, dans cet exercice-là, à quel moment, toi, tu vas devenir un moment de liberté pour moi? Moi, Si je- tu continues de me contredire. Non, non, non. Je te pose ça sincèrement. À quel moment? Est-ce qu'il faudra que tu tombes forcément d'accord avec moi? Non. Si tu tombes d'accord avec moi, c'est moi qui t'ai asservi. Ouais. Alors, comment on fait pour vivre un moment de liberté tous les deux? De manière très pour correcte, moi, hein, tu l'as bien compris. Hein. Non, moi, je vois pas ça comme une servitude. Dans Forcément une l'échange. servitude. Dans les- T'imagines que, comment dire, que quand on n'est pas d'accord, Ouais. c'est quand même un moment de servitude. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui me contredit, qui contredit mes vérités. À juste titre, mais Je respecte la personne. tu peux très bien la respecter, mais il n'empêche que lui, il pense différemment de toi.
Et tu respectes le fait qu'ils pensent différemment de toi. Il n'y a aucun problème. Seulement, qu'est-ce qui fait que moi, je peux être libéré d'une pensée qui est autre que la mienne? Peut-être que si au final on tend vers la même pensée, parce que peut-être mes arguments ou tes arguments, ils peuvent nous faire changer d'avis et se mettre d'accord. Là, oui, ok. Alors à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tombe d'accord tous les deux. D'accord, donc là, maintenant, on évolue ensemble. Effectivement, c'est un bon exemple. C'est ça, C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, tu vas proposer un angle, d'accord? Un angle de ma propre existence qui va rentrer, ouais, comme étant pour toi un nouvel angle de ta propre existence. Ça va être une rencontre, ce qu'on appelle. Et là, à ce moment-là, c'est un moment de liberté. Mais pour ça, il faut que, comment dire, que on était dans cette relation que l'on est, ouais, on est conscient, tous les deux, que toi, tu m'as servi, et moi, je t'ai servi. Et dans cet asservissement, comment dire, mutuel, eh bien, il faut qu'on trouve l'occasion de se libérer. Là, c'est ce que la Torah, elle dit. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu voit deux personnes qui sont capables de te parler mal de toi, il dit, mais en fait, j'ai compris pourquoi c'est des esclaves, ces gens-là. C'est ce qu'ils méritent. C'est ce qu'ils méritent. Si toi, sans aucune, sans aucune retenue, tu es capable, ouais, d'asservir l'autre par ta parole, c'est que la seule chose que tu mérites, c'est quoi? Ben, c'est l'esclavage. Tu es esclave. Tu es esclave. Tu peux pas mériter mieux. D'accord? Ça, c'est comment dire, nous, on vit dans une société comme ça. Pourquoi? Parce que forcément, on est dans le jugement de l'autre. C'est une démarche normale, naturelle. La question, c'est comment on fait pour en sortir? Ouais, comment on fait pour en sortir? Comment on fait que l'autre, ouais, la rencontre de l'autre, pas comme tu disais tout à l'heure, Raphaël, où je viens et je me dis, je me mets dans une île déserte et d'accord, et je ne rencontre plus personne, ouais, parce qu'effectivement, bah, se posera le vrai problème du besoin de l'autre, ouais, le besoin de l'autre. Quand c'est que l'autre devient un besoin de liberté, c'est l'autre crée la rencontre de toi-même. Ouais. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre pour me rencontrer, j'ai besoin de l'autre pour me découvrir. Lorsque tu prends conscience de ça, alors là, à ce moment-là, l'autre n'est plus un asservissement, il est au contraire un moment de liberté. Ça, c'est une maturité d'une société qui ne peut pas, comment dire, se construire. Ouais, et là, je vous le dis, c'est-à-dire ça peut être décevant, mais qui et comment dire, les civilisations qui ont été esclaves un jour, d'accord? Beaucoup de civilisations ont subi l'esclavage, ouais. Maintenant, toutes ces civilisations-là se sont libérées de l'esclavage, de quelle manière? Rébellion, révolution, ce qu'on appelle la révolution. Le moment de révolution, c'est toujours un moment de, comment dire, de révélation, ouais. Les Français, par exemple, c'est des grands révolutionnaires de l'histoire, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la tête du roi. Pourquoi? Parce qu'on avait un roi, il y avait un système qui asservissait la population, d'accord? Qui au profit des puissants. Et comment dire, cette population s'est rebellée. Elle a dit, mais attends, comment c'est possible? C'est injuste, d'accord? Ce moment de révolution, c'est un moment de révélation. On a construit une perspective d'un nouveau modèle qui, au final, et de toute façon, reste toujours dans les principes d'aliénation, mais en tous les cas, le moment de révolution, c'est un moment où on renverse la tendance. C'est-à-dire qu'on révèle la nécessité que l'autre soit un moment de liberté. Par la force, par la terreur, par tout ce que tu veux, peu importe comment tu l'installes, d'accord, mais c'est devenu ici. Les Anglais aussi, ils ont fait une révolution. Avant les Français. Toi, t'es anglaise ou américaine? Anglais. Les Anglais, ils avaient fait une première révolution qui est moins populaire, d'accord, mais ils avaient eu leur révolution à eux avant les Français. Ouais, c'est pas les Français qui ont fait la première révolution. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, le moment de révolution, ouais, c'est un moment d'éclaircissement.
Seulement, le problème, c'est comment on installe ce moment de liberté sans que ça continue à être le bénéfice des plus puissants. Là, ici, Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est libéré et il n'y a pas eu de maître. 0 maître. Il était esclave en Égypte. Son modèle de liberté, le modèle de tous les esclaves, c'est qui? Quel est le modèle de tous les esclaves de liberté? C'est le maître. C'est le maître. La fameuse. Une civilisation qui est asservie par un maître, la seule chose qu'il désire, c'est prendre la place de son maître. C'est son modèle de liberté. Mais Israël, lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti d'Égypte? Son modèle de liberté n'a pas été l'Égyptien. Il n'est pas devenu Égyptien. Il n'est pas allé en Égypte et il n'a pas asservi l'Égyptien. Il lui a dit, écoute, tu m'as fait construire des pyramides, je vais te faire construire des tours. Non, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans une réalité, d'accord, qui était inattendue. C'est-à-dire que c'est pas une civilisation qui s'est construite dans une dialectique, mais c'est une civilisation qui s'est construite, dans une révélation de moments de liberté. L'Égyptien a été pour Israël l'occasion d'être libre. Comprenez bien ça, c'est-à-dire que nous, le peuple juif, nous n'avons pas vécu l'esclavage égyptien comme un asservissement amer, mais bien au contraire, ça a été pour nous l'occasion de découvrir quel était notre modèle de liberté. Comment? En se libérant de l'Égyptien, pas en désirant l'Égyptien. Et ça, c'est valable dans tout rapport au quotidien. Je sais que c'est un peu difficile ce que je dis, mais c'est tellement important. Tellement important. C'est-à-dire que dans l'amitié, par exemple, une amitié se construit toujours par intérêt au départ. Parce que c'est naturel, c'est normal. Tu découvres quelqu'un, tu vas jamais être ami. C'est très rare qu'une personne décide d'être amie avec quelqu'un qui ne lui correspond pas. Ou avec quelqu'un qui ne peut pas lui donner ce qu'il attend. D'accord? On n'a jamais vu. Ça n'existe pas. À part des hommes exceptionnels. Qui a dit, moi j'ai décidé qu'on serait amis, même si il peut rien m'apporter, même s'il ne me correspond pas, même s'il n'a rien à voir avec moi. En général, tu t'approches des gens qui te correspondent. Maintenant, cette amitié-là que tu crées, elle est forcément une amitié que tu crées dans une définition d'asservissement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu crées une amitié de ce que tu as besoin, de ce qui t'est nécessaire. Maintenant, imagine-toi demain, d'accord, cet ami-là avec qui, ça a démarré, c'était charmant au début, machin, etc. Un jour, tu as besoin de lui, à 3h du matin, pendant qu'il dort, et qu'il est occupé au bout de la France, et qu'il ne peut pas venir t'aider. Et que tu l'appelles, tu dis, écoute, regarde, je t'en prie, je suis coincé, je peux pas, dépanne-moi, fais quelque chose. Il dit, je peux pas, là, c'est pas possible, je peux pas t'aider. Tu vois, même si tu comprends son impossibilité de t'aider, mais au fond, cet ami-là, il n'est pas venu m'aider à ce moment-là. Et c'est toujours comme ça dans la vie. C'est-à-dire qu'au moment où tu te tournes vers ton ami quand t'en as besoin, c'est toujours un étranger qui vient t'aider. C'est bizarre. Pourquoi ça marche comme ça? Non mais d'accord, mais la raison pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi ça marche comme ça? Parce que l'Akadosh Baruch Hu, il vient te montrer. L'Akadosh Baruch Hu, il vient te montrer que en vérité, toi, tu attendais de ton ami sa servitude. Et qui c'est qui vient t'aider? C'est quelqu'un duquel tu n'attends pas sa servitude. Et ça, c'est très important. Ce que je vous dis là, c'est capital. Dans la relation humaine et dans la valeur de ce qu'on peut apprécier de soi, c'est quoi? C'est qu'en vérité, le moment de liberté, le véritable moment de liberté, c'est quoi? C'est lorsqu'on voit l'autre comme étant l'occasion de se découvrir. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on est capable d'accepter comme un moment de liberté, c'est les contraintes qu'on en a choisies. Et l'autre, c'est la représentation ultime de toutes les contraintes que l'on choisit. L'autre ne doit pas être vécu comme un besoin, comme une nécessité. L'autre, il doit être vécu comme, au contraire, la découverte de mes obligations. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui s'adresse à l'autre en lui révélant toutes ses obligations.
Si toi, t'es ami avec l'autre juste parce que tu veux lui passer de la pommade, parce que tu as envie de lui faire plaisir, pas de truc, etc., c'est parce qu'au fond de toi, t'en as rien à faire de son amitié, c'est que tu as quelque chose à récupérer de cette personne. Mais si, ouais, dans ta relation avec l'autre, ce que tu lui révèles, c'est ses obligations, alors, si l'autre, il est intelligent, eh bien, il découvre combien toi, tu es l'occasion pour lui d'être libre. Et ça, c'est le paradoxe de la relation humaine. C'est qu'un homme, il est véritablement libre lorsqu'il découvre, ouais, les obligations qu'il choisit, qu'il veut. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a révélé au mont Sinaï. Une fois qu'il t'a libéré des Égyptiens, qu'est-ce qu'il t'a révélé? Il t'a révélé toutes les obligations que les hommes doivent choisir. Il te donne une mitzvah, quoi, tu me fais mettre les tefilines, mais j'en veux pas de tes tefilines. Voilà la paix. C'est des obligations. Mais c'est des obligations qui sont là pour révéler ta liberté. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour toi de découvrir véritablement les obligations que tu dois choisir. Et ça, c'est le paradoxe du don de la Torah. Où Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui vient? Il prend la montagne, il a un peuple qui est là et qui dit « Oui, moi, je veux de la Torah. Dieu Naaseh Venishma. Tout ce que tu nous proposeras, on fera, on le comprendra. On l'accepte. » Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit « Ah oui, tu veux, pas de problème. » Il prend la montagne et il le menace. Il dit « Tu vas accepter ma Torah ?» Mais j'ai déjà dit oui. Je t'ai déjà dit oui. Pourquoi tu me forces? Tu vas l'accepter, sinon je te tue. Mais pourquoi tu me forces? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que tes choix correspondent à une réalité d'obligation. Si tu dis oui, mais qu'au final, on ne te force pas, donc tu dis oui sur quelque chose qui n'est pas obligé. Du coup, tu deviens une relation à l'autre, qui est une relation non pas de liberté, mais d'aliénation. Lorsque Dieu te force, au contraire, c'est là qu'il te libère. Pourquoi? Parce que grâce à ça, tu découvres par choix tes obligations. Et ça, c'est un moment de liberté. Lorsqu'un homme, dans sa maturité, dans son parcours, il découvre les obligations qu'il veut et qu'il désire, c'est là où il est véritablement libre. D'où l'importance. Le mariage, c'est un exemple concret de cette réalité-là. C'est la réalisation matérielle de cette réalité-là. Les gens, bêtement, ils choisissent leur amour dans une confusion totale de besoins, de servitude au final. Je choisis celle qui me servira le mieux. Alors ça peut être me servir, je dis ça de manière grossière. Au départ, on dit mais non, pas du tout. Je l'aime, je l'adore. Elle est belle. Alors quoi, tu l'aimes parce qu'elle est belle? Elle correspond à ce que tu as besoin. Donc, à quel moment tu t'affranchis de ça? À quel moment l'autre n'est plus l'occasion d'une aliénation? C'est une vraie question. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand tu rencontres l'autre, c'est pas simplement en hébreu, l'amour, ahava, c'est echad. C'est la même valeur numérique que le mot echad, unité, un. Faire un avec l'autre, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous, on pense qu'on fait un, mais on fait un que si tu es asservi ou je suis asservi. Le jour où je te dis non, on fait plus un. D'accord? Alors que la Torah vient te dire non, pas du tout, c'est pas comme ça. Quand c'est qu'on fait un, c'est lors celui-là, c'est le pire des ennemis. C'est le pire des ennemis, celui-là. Ça, c'est ce que la Torah, elle vient te dire dans l'exemple de Moïse, qui voit deux personnes qui se frappent,
et qui, lorsqu'il leur dit, mais attendez les gars, vous faites quoi? Pas bien, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous frappez? Ouais, au contraire, vous devez vous... Et ben on lui dit, mais attends, mais de quoi tu te mêles, toi? Je vais te balancer. Je vais te balancer, moi aussi j'ai des dossiers sur toi. D'accord? Là-bas, Moshe Rabbeinu, il voit, il comprend quelle est la raison de l'asservissement des béné Israël. C'est un truc de fou. C'est là-bas, que là-bas. Il a attendu que ça pour comprendre. Ouais. Bref. On va pas insister. Ouais, c'est déjà un élément important, d'accord. Et ça, c'est un pan que on développe rarement, sur lequel on réfléchit rarement. Au final, on se concentre plus sur le côté merveilleux et extraordinaire de la sortie d'Égypte, etc. Mais en vérité, un des points les plus centraux et les plus importants qu'on a gagné au moment de la sortie d'Égypte, c'est l'unité du peuple d'Israël. Cette unité, mais pas une unité d'intérêt. Ouais. C'est pas une unité de marché où les juifs, ils arrivent à s'entraider entre eux parce qu'ils lui filent du business, et trucs, et machin, etc. Et toi, je te place là, et vas-y, mais moi, je connais un médecin, il peut te faire un cabinet, machin. Non, non, c'est pas une entraide. Ouais, communautariste. C'est pas ça. L'unité, c'est quoi? C'est cette unité-là où, par le biais de la Torah, on a compris que l'autre était l'occasion de révéler les obligations que je dois choisir. C'est une rencontre extraordinaire. D'accord? Ça, c'est la qualité d'Israël. C'est quoi? C'est qu'ils sont tous obligés de la même action qu'ils n'ont pas désirée, mais qu'ils ont choisi. On met tous les mêmes tefilines sans comprendre pourquoi on le fait. Regardez, on arrive à Pessah. Chaque année, je le dis, je le répète. Tu arrives à Pessah, tu te mets autour d'une table et tu manges un truc que personne n'a envie de manger. D'accord? C'est un mec normal, jamais il mange une matzah. Regarde dans le monde, il n'y en a pas un seul dans le monde qui mange de la matzah. C'est pas un truc qui se mange. Les animaux, ils mangent de la matzah. Pas des hommes. Les hommes, ils mangent pas de la matzah. Et nous, chaque année, on fait un repas, d'accord, où on mange de la matzah et on est content d'en manger, et qu'en plus de ça, ce repas-là représente notre symbole de liberté. C'est exceptionnel. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on est tous capables de se finir autour d'une telle réalité-là qui est impossible? C'est quoi? C'est que inconsciemment ou consciemment, peu importe, ouais, on a choisi une liberté qui se révèle par des obligations. Où on vient, on dit, ma liberté à moi, c'est ce que Dieu me demande. Ouais. Tov. Chazak. Avec ça,